Bien, bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue pour ceux qui ne connaissent pas encore dans notre modeste local. Euh, cette réunion est organisée par la revue Militant, qui est une revue théorique marxiste qui est publiée maintenant depuis une dizaine d'années, qui se situe aujourd'hui dans la mouvance de la France insoumise. Et donc nous organisons régulièrement des débats sur la situation politique nationale et internationale au sein de notre local. Et donc c'est à ce titre qu'on a souhaité, même si la période malheureusement n'est pas très favorable en termes de possibilité de mobiliser des gens, qu'on a souhaité aborder la question de la situation au Soudan, compte tenu de la gravité de ce qui s'y passe, du fait que ça dure maintenant depuis longtemps, depuis la moitié du mois de décembre, si mes souvenirs sont bons. Et donc, pour nous en parler, donc, nous avons invité Rachid Saïd Yagoub, qui est journaliste, militant politique et ancien diplomate soudanais. Je te laisse la parole. Ok, merci beaucoup pour cette invitation. Et je suis très ravi parce que c'est la première fois que je parle avec des militants de la France insoumise. J'ai l'habitude de parler avec des socialistes, avec des communistes en France, même avec des MPA, des gens des MPA, parce qu'ils nous prêtent leurs locaux à Domenil régulièrement pour nos réunions. Et ça, c'est la première fois, c'est très bien. Au moins, on a touché une nouvelle force politique en France. Et on va parler aujourd'hui de la question soudanaise. Moi, je vais essayer d'abord de faire une petite présentation pour situer le Soudan. Je pense que tout le monde ici connaît un petit peu le Soudan, mais on va situer le Soudan dans le champ géopolitique international et régional et donner quelques chiffres de base sur le pays, sa population, ses revenus économiques, sa situation économique, avant de passer directement à parler de la révolte actuelle et essayer d'expliquer de façon historique et beaucoup plus profonde que des raisons immédiates pourquoi les Soudanais, après 30 ans de pouvoir islamo-militaire, qui est pris le pouvoir en 89, juin 89 par un coup d'État militaire, pourquoi les Soudanais qui ont attendu 30 ans ont décidé aujourd'hui de manifester et de protester et de demander le départ du régime. Depuis aujourd'hui, on est aujourd'hui au 51e jour des manifestations au Soudan. Et aujourd'hui, il y avait vraiment des grandes manifestations à Khartoum et partout dans le pays avec un seul slogan aujourd'hui, c'est le départ du régime. Le Soudan, c'est un pays d'Afrique de l'Est, de la Corne d'Afrique. Il est situé au sud de l'Égypte, mais il a une spécificité, le Soudan. Même avant la séparation du Sud-Soudan, c'est un pays qui est entouré par 9 pays. Il y a l'Égypte et la Libye au nord, il y a le Tchad, la Centrafrique et le Congo démocratique à l'ouest, il y a l'Ouganda, le Kenya au sud, il y a l'Érythrée et l'Éthiopie à l'est, il y a aussi l'Arabie Saoudite à travers la mer Rouge. Et même après la séparation entre le Soudan du Sud et le Soudan du Nord, il restait encore quand même 8 pays limitrophes du Soudan. Et ces 8 pays sont des pays à problème. Tous les pays autour du Soudan, c'est des pays à problème économique, social et même politique. C'est des pays qui n'ont pas connu une stabilité politique, qui connaissent que des périodes de guerre, à l'exception de l'Égypte qui a un type différent de l'instabilité. En Égypte, c'est une stabilité politique, c'est des mouvances islamistes qui attaquent au pouvoir, mais dans tous les autres pays autour du Soudan, il y avait des périodes de guerre civile assez longues, en Érythrée, en Éthiopie, en Ouganda, aujourd'hui au Sud-Soudan, malgré le fait que c'est un pays qui a seulement 5-6 ans, mais il y a une guerre civile qui dure depuis 2015 aujourd'hui. Le Tchad, le Centrafrique jusqu'à aujourd'hui, le Congo, la Libye récemment et l'Égypte encore. C'est pour ça la situation au Soudan était toujours liée à la situation de géopolitique régionale. La stabilité politique de pays était toujours liée à la géopolitique régionale, mais aussi au jeu des puissances internationales qui sont très très présentes dans la zone. C'est vrai, historiquement, c'était l'Angleterre et la France,
dans la zone, qui ont partagé la zone avec le fameux bataille de Fashoda en 1899. Mais aujourd'hui, il y a d'autres forces qui sont entrées dans le jeu, d'autres forces puissance internationale, notamment la Chine, qui est la première partenaire économique du Soudan aujourd'hui et du Sud-Soudan, mais aussi la Russie, qui fait un grand retour, et on a vu ça à travers le dossier centrafricain aujourd'hui. C'est la Russie qui mène la danse aujourd'hui à travers ses relations avec le Soudan. Il y a aussi d'autres puissances régionaux comme la Turquie qui commence à jouer un rôle important dans la zone et qui aujourd'hui est en train de construire une base militaire dans le port de Sawakin, sur la mer Rouge au Soudan. Et il y a aussi d'autres pays comme l'Égypte qui était historiquement le grand frère, comme on dit en langue arabe, pour le Soudan. Il y a l'Arabie Saoudite qui est une puissance aussi régionale redoutable dans la déstabilisation des régimes démocratiques, et on a connu ça au Soudan. C'est un pays aujourd'hui, et après la séparation entre le Nord et le Sud en 2011, en juillet 2011, qui fait 1 800 000 km². C'est 4 fois la France aujourd'hui. On était 5 fois la France il y a 10 ans, mais aujourd'hui on fait 4 fois la France, et avec une population qui d'à peu près 40 millions d'habitants, qui arrive jusqu'à 40 millions d'habitants. C'est un pays très très diversifié. Il y a à peu près 597 groupes ethniques ou sous-groupes ethniques qui parlent 400 langues ou sous-langues. C'est un pays très diversifié aussi par ses religions, parce qu'il y a l'islam, il y a qui est la région majoritaire, il y a le christianisme, mais qui est maintenant, avec le départ du Sud-Soudan, a vu sa place se rétrécir dans le pays. Mais il y a aussi des croyances locales, dans les tribus africaines, voilà, on peut dire animistes, mais moi j'aime pas le terme, mais c'est des croyances locales que les gens croient. Même parmi les musulmans, on est tous sunnites, il n'y a pas de chiites au Soudan, mais ils sont divisés en à peu près 100 groupes soufis. Les sunnites soudanais ne sont pas aussi unis. Il y a différents groupes soufis, c'est des obédiences à l'intérieur de l'islam, mais qui ont des ramifications nationales et même régionales et internationales différentes. Ils ont des liens avec d'autres pays. Il y en a qui ont des liens avec l'Asie centrale jusqu'aujourd'hui, d'autres avec la Chine, d'autres avec l'Arabie Saoudite, avec le Yémen. Et ça laisse le Soudan très très lié avec son environnement régional et international. La langue principale, je dis la langue principale, ou la langue officielle, c'est la langue arabe, parce que tout le monde, y compris les Sud-Soudanais quand ils faisaient partie du Soudan, parlaient l'arabe. Ils avaient un arabe spécial qu'on appelait l'arabe de Juba, faisant référence à la capitale du Sud-Soudan. On appelait ça Arabi Juba, l'arabe de Juba. Mais tout le monde parle arabe quand on est entre différents groupes ethniques, entre différentes régions, mais quand on est dans son groupe ethnique ou dans sa région, chacun a sa propre langue. Moi, par exemple, personnellement, je viens du Nord-Soudan, des frontières avec l'Égypte. Je suis nubien d'origine, mais même dans la zone nubien, on parle à peu près 12 langues. On est tous nubiens, mais on parle 12 langues différentes, et avec des histoires différentes, avec des cultures différentes aussi, et différentes interprétations aussi de la religion, parce que même si on est tous musulmans, on n'a pas tous la même conception de la religion. Aujourd'hui, les billets par habitant au Soudan, c'est à peu près 2100 $, mais ça reflète rien la réalité de la situation au pays. Et quand on parle après de la situation économique, je vais aller beaucoup de détails sur comment les Soudanais vivent, comment les Soudanais gagnent leur vie. Le produit intérieur brut est estimé à 82 milliards de dollars pour 40 millions d'habitants, c'est rien. Pour un grand pays comme ça, avec autant de ressources, pétrole, or, même terres agricoles fertiles, parce qu'au Soudan aujourd'hui, on utilise à peu près 10% de nos capacités agricoles. Il reste encore à peu près 90% de nos capacités
non utilisés. On utilise encore la pluie comme moyen d'irrigation et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à cultiver que 3 mois par an quand il y a la pluie. Le reste de l'année, la terre reste fertile et on produit rien. Et c'est pour ça, c'est très bizarre, un pays comme ça, on voit des cycles de famine qui reviennent tous les 10 ans ou tous les 5 ans dans le pays. C'est un pays où aujourd'hui, par exemple, les gens sont obligés d'aller attendre dans une boulangerie 3-4 heures pour avoir une baguette ou deux. Aujourd'hui, dans le Soudan d'aujourd'hui. Dans ce pays-là, l'espérance de vie est de 63 ans. Voilà, c'est parmi le plus bas dans le monde et en Afrique. Et c'est pas parce que les gens ne vivent pas longtemps, c'est parce que la guerre ne s'est jamais arrêtée au Soudan depuis 1956. Le pays connaît que des guerres civiles, d'une guerre à l'autre. Il a traversé plusieurs cycles de guerre jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour ça l'espérance de vie moyen est assez faible, 63 ans. Mais les gens au Soudan vivent, quand ils vivent dans des conditions convenables, ils vivent beaucoup plus longtemps que ça. C'est à peu près 80 pour les femmes et 78 pour les hommes. Mais en moyen, à cause des guerres, on a à 63. C'est un pays où il y a un taux de fertilité de naissance très important. Et la population du Soudan a quadruplé en 20 ans. Voilà, c'est un pays où... Mais ça reste encore un grand pays avec une petite population par rapport à l'Éthiopie, qui fait 100 millions d'habitants et qui fait la moitié de la superficie du Soudan, ou l'Égypte, qui fait 110 millions et qui fait aussi la moitié de la superficie du Soudan. C'est un grand pays, mais avec peu de population. Et ça explique aussi pourquoi les Soudanais, jusqu'à aujourd'hui, n'arrivent pas aussi à utiliser tous les moyens qu'ils ont. Cette population est divisée à part égale entre hommes et femmes. Voilà. On a à peu près 20 millions d'hommes, 20 millions de femmes. Il y a un peu plus d'hommes, il y a 20 millions 900 000 hommes et 20 millions et quelques mille femmes, mais c'est à part égale. On n'est pas comme les autres pays de la région où les femmes sont le nombre de femmes est beaucoup plus important que le nombre des hommes. Et normalement, le nombre des hommes devrait être beaucoup plus important, mais c'est à cause des guerres aussi que la population soudanaise n'a pas augmenté aussi vite qu'il devait, parce que, par exemple, dans la guerre du Sud-Soudan, on avait perdu 1 million de vies. Et au Darfour, on a perdu 400 000, 300 000, entre 300 000 et 400 000 personnes. Et ça aussi, c'est un facteur qui aussi contribue à la situation économique aujourd'hui de pays. On va essayer d'expliquer ça. Aujourd'hui, par exemple, en France, on commence à parler beaucoup du Soudan, contrairement à d'autres périodes. Pourquoi? Parce que depuis 2013, 40 000 Soudanais sont arrivés en France. Et c'est le premier pays d'immigration africain en France de 2013 jusqu'à 2017. Chaque année, il y a à peu près 10 000 Soudanais qui viennent en France. C'est vrai, c'est lié à la situation en Libye, la facilité de traverser la Méditerranée, mais c'est aussi lié à la situation économique, aux guerres civiles qui dans le pays depuis fort longtemps. Depuis 6 semaines, à peu près, on a dit 50 jours aujourd'hui, les Soudanais manifestent dans la rue. Ils manifestent malgré la répression de régime. Jusqu'à aujourd'hui, il y a 50 morts en 50 jours de manifestation. Il y a à peu près 2000 arrestations. Il y a 2000 arrestations. Et c'est vrai, c'est pas la première fois que le Soudanais manifeste contre ce régime-là qui a pris le pouvoir en 89, qui était une alliance entre les islamistes et des militaires, 89. Et quand je dis islamiste, je parle spécifiquement de la mouvance des frères musulmans, voilà, dirigée par le docteur Hassan al-Tourabi. Je ne parle pas de tous les autres groupes islamistes. Et pourquoi? Parce que même quand les militaires
ont réussi à écarter Tourabi et les frères musulmans de pouvoir. Ils ont confisqué le pouvoir en 1999. Ils continuent à bénéficier du soutien de l'international des frères musulmans, notamment du Qatar et de la Turquie, qui représente aujourd'hui l'incubateur de ce mouvement-là de frères musulmans international. Ces manifestations sont différentes des manifestations qu'ont connues le pays, et notamment en 2013, il y avait des manifestations où il y avait 200 morts aussi, mais ces manifestations sont différentes. Pourquoi elles sont différentes? Parce qu'ils sont partout au Soudan. C'est pas seulement à Khartoum, c'est pas seulement dans les grandes villes. Aujourd'hui, il y a des manifestations, il y a des manifestations partout au Soudan. Dans les grandes villes, mais aussi même dans les petites villes et les villages. On voit les gens manifester depuis 50 jours contre le régime. Et c'est la première fois qu'on voit parce que normalement au Soudan, dans l'histoire du Soudan, on opposait toujours les centres urbains au monde rural. Le changement politique vient toujours des centres urbains, et c'est toujours les zones rurales qui suivent le tempo qui est décidé et qui est imposé par les centres urbains. Mais aujourd'hui, tout le monde participe à ces manifestations-là. La deuxième spécificité de ces manifestations, c'est que c'est la première fois que tout le monde défile derrière un seul slogan: le départ d'origine. C'est vrai, quand ça a commencé parce qu'il y avait une pénurie de pain, il y avait une pénurie d'essence, il n'y avait pas de cash dans les machines. Quand on va mettre sa carte dans un distributeur, il n'y a plus d'argent, même si on a de l'argent sur son compte en banque, on n'arrive pas à retirer de l'argent. Mais aujourd'hui, les motifs économiques qui ont fait éclater ces manifestations-là est derrière, et aujourd'hui, il y a un seul slogan: le départ d'origine. Le troisième élément important, c'est qu'il y a des nouvelles catégories socio-économiques qui participent aux manifestations, et notamment les professionnels. Et aujourd'hui, les mots d'ordre de la manifestation sont donnés par l'association de professionnels soudanais, qui regroupe les médecins, les ingénieurs, les enseignants, les vétérinaires, les pharmaciens. C'est eux qui dirigent ces protestations tous les jours. C'est eux qui décident des dates des manifestations, des lieux, des slogans, des thèmes, parce qu'aujourd'hui, chaque manifestation, il a un thème. Chaque fois qu'on sort dans la rue, il y a un thème pour la manifestation. Mais aussi, on a vu le retour de la classe ouvrière dans la lutte politique, qui était historiquement, la classe ouvrière soudanaise était toujours en avant-garde de la lutte sociale au Soudan. Mais après la répression des années 70, la classe ouvrière avait eu son rôle pour des raisons politiques, mais aussi pour des raisons économiques. Parce qu'il y avait après la privatisation de chemin de fer, de tous les services publics, et ça a diminué le rôle de la classe ouvrière. Mais aujourd'hui, on voit que la classe ouvrière revient aussi dans la lutte. Et c'était pas par hasard que la première ville qui a manifesté le 19 septembre, c'était la ville de Atbara, qui est un fief historique du Parti communiste soudanais et de la classe ouvrière, parce que c'est la ville du chemin de fer soudanais. Et petite anecdote, dans l'histoire du Soudan, en 1800, je ne sais pas combien, je ne me souviens pas des dates, il nous a appris qu'il y a 2 communards français qui se sont fuis après la défaite de la Commune de Paris, qui se sont réfugiés dans cette ville de Atbara et qui ont créé les premières cellules communistes dans le pays. Ah, d'accord. Voilà. À cette époque-là, même avant l'arrivée des Anglais dans le pays. Ça, c'est l'histoire, mais l'histoire qui n'est pas très connue et qui n'a pas été bien étudiée par les historiens, ni ici, ni là-bas. La quatrième spécificité de cette révolte, c'est qu'il y a pour la première fois un leadership unifié. Avant, il y avait des modes d'ordre différents et des leaderships différents.
Une fois c'est les syndicats, une fois c'est les partis politiques, une fois c'est la gauche, une fois c'est la droite. Mais là aujourd'hui, sous la bannière de Sudan Professional Association, l'association de professionnels soudanais, tout le monde défile, y compris les grands partis politiques qui ont rejoint ce mouvement à travers une déclaration qu'on appelle la déclaration de changement pour le changement et pour la liberté, et dans laquelle on trouve trois blocs politiques alliés avec les associations de professionnels, et notamment le Sudan Consensus Forces, le force de consensus national, dirigé, c'est les partis de gauche, dirigé par les partis communistes soudanais. Il y a le Sudan Call Forces, les forces d'appel du Soudan, et c'est une force qui est constituée d'un des plus grandes partis confréries du Soudan, le parti Oumma, mais allié avec trois mouvements armés de Darfour et de Monouba et de Nil Blue, les trois grands mouvements armés. Mais avec ces quatre spécificités-là, les Soudanais ont réussi quand même pendant 50 jours, pendant 6 semaines, à continuer à défiler dans la rue, malgré la répression, et à demander le départ du régime. Le régime au début n'a pas fait de concession, et jusqu'à aujourd'hui il ne fait pas de concession. Il dit que la seule solution c'est d'aller aux élections de 2020, parce qu'il y a une élection de 2020. Mais pour aller aux élections de 2020, le régime veut amender la constitution pour promettre au président de briguer un 7e mandat. Voilà, parce qu'il a fait 4 mandats, mais il a mis le compteur à zéro quand on a signé l'accord de paix en 2005 avec le Sud-Soudan. Il a brigué encore 2 mandats après ça, mais aujourd'hui il veut encore mettre le compteur à zéro pour briguer un 7e mandat pour rester au pouvoir jusqu'à 2025. Et ça, c'est une des raisons qui aujourd'hui pousse les Soudanais à rester dans la rue, à demander le départ du régime, parce que après 30 ans de pouvoir, ce général-là, qui est poursuivi par le tribunal pénal international pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité au Darfour, ne peut pas encore prétendre rester au pouvoir encore 5 ans dans la vie du pays. Mais pourquoi la situation au Soudan? Comment on est arrivé là? Comment on est arrivé là, dans un pays assez riche comme le Soudan, par ses ressources, par ses surtout forces humaines? Aujourd'hui, par exemple, en Arabie Saoudite, il y a 500 000 Soudanais qui travaillent comme expats. C'est des ouvriers, des professionnels qualifiés. Dans un pays comme les Émirats Arabes Unis, on a à peu près 100 000 Soudanais qui travaillent là-bas. Et il y a, sur les 40 millions de Soudanais aujourd'hui, il y a à peu près 7 millions qui sont à l'étranger. Et c'est les cadres et les main-d'œuvre qualifiés qui sont partis. Évidemment. Voilà. Par exemple, quand on voit tous les réfugiés qui arrivent ici en France, les jeunes réfugiés qui arrivent en France, le minimum qu'ils ont, c'est un diplôme universitaire de 4 ans. Le minimum qu'ils ont, c'est un diplôme universitaire de 4 ans. Et ça, c'est une perte pour le pays, mais c'est aussi, ça fait la bonheur d'autres pays. Par exemple, les Émirats Arabes Unis étaient construits par les bras des Soudanais. Le pays qu'on voit aujourd'hui, il était construit par des bras de Soudanais. Une ville comme Dubaï, il avait un maire soudanais jusqu'à il y a 3 ans. De 70 jusqu'à il y a 3 ans, le maire de Dubaï était un Soudanais. La crise au Soudan aujourd'hui, c'est une crise globale. C'est pas seulement une crise économique, c'est une crise économique, c'est une crise identitaire, c'est aussi une crise sociale et c'est aussi une crise culturelle. Et on ne peut pas régler la crise au Soudan en traitant une partie des crises. Par exemple, aujourd'hui, on dit que oui, on va faire un arrangement politique, laisser un peu de chambre politique aux partis politiques pour participer par exemple aux élections, mais il reste les autres problèmes à régler. Par exemple, le problème au Darfour, ou le problème dans le Monouba ou dans l'est du Soudan, sont des problèmes beaucoup plus profonds que des problèmes qu'on peut régler par des arrangements politiques aujourd'hui à Khartoum, même si le régime n'a pas accepté pour le moment même ces arrangements politiques. À mon avis, la crise économique, c'est la dimension principale dans cette crise soudanaise. Et le facteur principal dans cette crise, c'est que dans un pays comme le Soudan, on a des niveaux de développement pas très égaux
entre les différentes régions du pays. Par exemple, on a des zones comme Khartoum, où c'est très développé, industrialisé, il y a tous les services sont concentrés, santé, éducation, et on a d'autres zones de Soudan, par exemple le Darfour, ou le Mont Nouba, ou le sud de Kordofan, ou l'est du Soudan, où par exemple le niveau d'éducation ne dépasse pas 10%, par rapport à 90% par exemple à Khartoum, ou par exemple pour 1 million d'habitants, on a un seul hôpital, voilà, qui se trouve dans la capitale régionale, et à Khartoum par exemple, on a un hôpital pour 100 000 d'habitants. C'est pas assez, mais c'est quand même, ça montre l'écart de niveau de développement. Mais cet écart, malgré cet écart, ces régions marginalisées continuent à produire 70% de richesse de pays. Parce que toutes les ressources économiques sont dans les zones marginalisées. Les services, et ils sont dans la capitale et dans les grandes villes, mais l'agriculture, les mines, le pétrole, toutes les ressources, toutes les richesses du pays se trouvent dans ces zones-là. Mais ces zones-là, leur part de cette richesse ne dépasse pas le 10% et le 90% va vers les grandes villes et notamment les villes de Khartoum et quelques villes de nord de Khartoum. Et ça, c'est du classique. C'est du classique. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, le Soudan est divisé en 16 wilayas, 16 États. Les 16 États, à Khartoum, on trouve 7 millions de personnes sur les 30 millions de personnes qui sont restées au Soudan aujourd'hui, parce qu'il y en a à peu près 7 ou 8 millions qui ont quitté le pays. Un quart de la population se trouve à Khartoum. Pourquoi à Khartoum? Parce que tout est concentré à Khartoum et dans les autres grandes villes. Et on a vu ce mouvement de désertification de la campagne pour deux raisons. La première, c'est que l'État commence à vendre les terres fertiles aux multinationales, et notamment coréens, chinois, saoudiens, émiratis. Et dans un pays où les gens n'arrivent pas à manger, on voit par exemple un pays comme les Émirats arabes unis ou les Arabes Saoudites, ils sont intéressés par planter ou cultiver du maïs pour nourrir les bêtes chez eux. Et voilà, et en même temps, les Soudanais n'arrivent pas à manger. Et ce phénomène de ce qu'on appelle le land grabbing aujourd'hui dans le jargon international est aujourd'hui très très répandu au Soudan, et tous les grands projets agricoles qui faisaient partie du secteur public en France ont été vendus à des investisseurs étrangers. Avec par exemple un pays comme le Bahreïn, il a des terres au Soudan beaucoup plus grandes que la superficie du pays du Bahreïn. Ils ont acheté au Soudan des terres beaucoup plus grandes que leur pays pour cultiver de maïs ou de sorgho, des produits, des légumes, des trucs comme ça pour être vendus après dans les marchés de ce pays-là. Ils ont 90 000 km² au Soudan pour cultiver, et le pays il fait à peu près 7 000 ou 1 000 km², le Bahreïn. En plus de ça, le régime actuel, et depuis 30 ans, a entrepris une politique de privatisation. Il a tout vendu. Par exemple, il a privatisé le chemin de fer, et quand il n'a pas trouvé d'acheteur, il a vendu les rails. Et aujourd'hui, même s'il y a un gouvernement qui veut renationaliser le chemin de fer, il n'y aura plus de rails, parce que les rails ont été vendus parce que c'était plus rentable pour celui qui achetait de vendre les rails que de faire fonctionner Et par exemple, tous les gares ont été transformés en centres commerciaux, en bâtiments de luxe, parce que les gares se trouvaient dans les centres-villes. Et aujourd'hui, par exemple, le chemin de fer de Soudan, qui était la fierté du pays il y a 30 ans, c'était la fierté du pays, avec sa ponctualité, avec l'étendue de la réseau.
Aujourd'hui, il y a à peu près 2 lignes de chemin de fer qui font à peu près 600 km dans le pays. Quand les Anglais sont partis en 1956, il y avait 4000 km, 4000 km de lignes du chemin de fer. Aujourd'hui, on arrive à 600. Cette politique de privatisation aussi a augmenté le niveau de pauvreté parmi la population. Et aujourd'hui, à peu près 70% des Soudanais vivent au-dessus de la seuil de pauvreté. Et pour vous donner un exemple, parce que l'exemple est mieux que les chiffres, le salaire minimum au Soudan pour un ouvrier aujourd'hui est de 450 livres, c'est-à-dire 25, non, 15 euros. 15 euros. 15 euros, le salaire moyen d'un ouvrier. Et un médecin à l'hôpital de Khartoum, son salaire est à peu près de 40 euros par mois. C'est pas par jour, hein, c'est bien par mois. Et 450, oui, c'est à peu près 15 voilà, si on compte bien. Et selon les estimations de l'association de professionnels soudanais qui est aujourd'hui aux commandes de protestation, ils ont fait une étude et ils ont dit qu'une famille soudanaise de 4 personnes, il a besoin de 8000 livres soudanais, c'est-à-dire 10 fois, 20 fois le salaire minimum pour vivre au minimum aussi. C'est pas pour vivre. Aujourd'hui, par exemple, pour aller consulter un spécialiste au Soudan, il faut payer un salaire minimum. Parce qu'en consultation chez un spécialiste, c'est 400 000 livres et le salaire minimum, c'est 450 livres. Ça, c'est, si je parle généralement de la situation économique. Après, il y a un deuxième facteur important qui a conduit à cette situation, c'est que l'État soudanais, depuis l'indépendance, n'a pas réussi à gérer la diversité de pays. Normalement, la diversité, c'est une richesse pour un pays comme le Soudan. C'est multitude de langues, c'est multitude de cultures, c'est multitude d'ethnicités aussi, de groupes ethniques, de tribus. Mais l'État n'a pas réussi à, je ne dis pas à bien gérer, mais là, il a même. C'était un grand échec parce que depuis l'indépendance, c'est une élite nordiste, arabo-islamique. Je ne dis pas que ce sont des Arabes, hein, mais c'est des gens qui parlent la langue arabe, qui ont des cultures arabes et qui sont musulmans, qui sont à travers les 60 ans d'indépendance d'imposer une seule langue, la langue arabe comme une langue officielle, et l'islam comme une religion officielle. Et c'est pour ça, par exemple, les Sud-Soudanais, quand on leur a donné l'occasion de voter dans un référendum, ils ont choisi de partir parce qu'ils ne voulaient pas changer de religion. Et c'est pour ça, par exemple, la guerre au Sud-Soudan, pour le gouvernement actuel, c'était une djihad contre les Sud-Soudanais. C'était pas une guerre pour les ressources, même si l'élément économique était important parce que le Sud-Soudan quand même représentait 70% du pétrole du pays. Mais l'élément culturel était important, l'élément de domination culturelle était très important. Et même quand le facteur religieux n'est pas très important, comme au Darfour, parce que tous les Darfouris, par exemple, sont de musulmans. Il n'y a pas de Darfouris chrétiens comme au Sud-Soudan. Tous les Darfouris. Le Darfour, c'est 100%. Mais le Darfour est divisé entre deux grands groupes ethniques, les négro-africains, qui parlent l'arabe, mais qui ont tous une deuxième langue dans leur diversité ethnique, et le groupe qui parle que d'arabe, qui sont des nomades. Les nomades parlent arabe, ils n'ont pas d'autre langue, les négro-africains ont d'autres langues, et ils contrôlent la terre, parce que c'est des sédentaires, c'est des agriculteurs. Et le gouvernement, pour essayer de contrôler les ressources économiques, par exemple, c'est la terre, les ressources économiques dans une région comme le Darfour, il a créé ce conflit entre les Arabes et les Négro-Africains,
et qui a conduit à la mort de 400 000 Darfouris. Et, et, je pense que vous avez tous entendu parler des milices des Janjaweed. Voilà, ces milices arabes qui ont sémé le terreur dans la région de Darfour et qui sèment le terreur jusqu'à aujourd'hui et qui sont aujourd'hui en expérience à exporter parce que c'est les Janjaweed qui font la guerre avec l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis au Yémen. Il y a 5000 Janjaweed qui sont avec les forces saoudiennes et les forces émiraties au Yémen contre les Houthis dans la guerre au Yémen. C'est maintenant une expérience où le Soudan commence à exporter. Il y avait toujours une politique d'islamisation et d'arabisation. Par exemple, dans ma région d'origine noubien, à l'école, c'était interdit de parler de noubien. Si on parlait noubien, on est exclu. Il fallait parler l'arabe. Même si tout le monde acceptait le fait que la langue arabe c'est la langue de l'enseignement, ça personne ne le conteste au Soudan, mais même entre les élèves à l'école, on n'avait pas le droit de parler dans nos propres langues. Il fallait parler l'arabe. Dans certaines régions comme le Nil Bleu, par exemple, les élèves ont été obligés de changer leur nom, des noms africains vers des noms arabo-musulmans, pour être acceptés à l'école. Sinon, on n'est pas accepté à l'école. Et comme une réaction à cette politique, on a vu depuis le jour de l'indépendance du Soudan l'apparition des mouvances armées qui essayent de défendre cette identité locale ou cette richesse locale face à l'hégémonie de pouvoir central à Khartoum. La guerre au Sud-Soudan ça a duré 50 ans et il a fini par la séparation avec le Sud-Soudan. Au Darfour, aujourd'hui, la guerre dure depuis 2003 et jusqu'aujourd'hui, on ne voit pas le bout de tunnel. La guerre continue. Avec une seule différence, au début, la guerre a été très médiatisée, la guerre de Darfour, dans les années 2003, 2004, 2005. Mais aujourd'hui, personne n'en parle de Darfour. On a d'autres préoccupations et c'est surtout l'immigration illégale. On essaye de bloquer cette région pour que les gens ne migrent pas vers l'Europe. Et c'est pour ça qu'on ne parle pas des crises là-bas. Parce que si on dit qu'il y a une crise de Darfour, si on dit qu'il y a une guerre de Darfour, ça veut dire qu'on peut donner le droit d'asile aux gens qui fuient cette situation là-bas. Mais aujourd'hui, on ne parle pas de ça. Et on essaye de bloquer les gens pour qu'ils ne viennent pas ici chez nous. Et c'est pour ça qu'on ne parle pas de ça. Les guerres au Soudan ont fait à peu près 1 500 000 morts en 30 ans. C'est pas un chiffre. C'est un énorme chiffre, hein, mais c'est comme ça. Les guerres au Soudan passent dans le silence total. C'est comme notre révolte aujourd'hui, ça passe dans le silence total. Personne ne s'intéresse à ce qui se passe au Soudan et on peut revenir après dans la discussion sur pourquoi. Le troisième facteur de cette crise soudanaise, c'est un facteur économique, politique. Et le facteur politique se manifeste par les guerres que le pouvoir central mène contre les régions qui se révoltent contre sa politique. Ça se manifeste aussi par le fait que sur 60 ans ou 63 ans d'indépendance, on a connu seulement 12 ans de régime démocratique et 51 ans de régime militaire. Voilà, les militaires ont contrôlé le pouvoir pendant 51 ans sur 63 ans d'indépendance de pays. Cette crise aussi se manifeste par la concentration de pouvoir chez une élite arabo-musulmane dans le centre et la marginalisation des autres régions du pays. Et cette crise aussi se manifeste par l'utilisation de la religion comme un moyen de répression politique dans le pays. Et aujourd'hui, par exemple, le régime actuel, qui est un régime militaire comme les autres, qui réprime comme les autres régimes militaires partout en Afrique,
mais il a une spécificité qu'il fait ça au nom d'Allah, au nom de la charia. Bien sûr. Voilà, aujourd'hui, on réprime les gens au nom de ça. Ça se manifeste aussi, par exemple, par une politisation de la fonction publique. Moi, par exemple, j'étais diplomate. On était, au moment du coup d'État, il y avait 400 diplomates soudanais qui travaillaient pour le ministère des Affaires étrangères, à l'intérieur du pays, dans les ambassades. Dans les 3 premières années, 300 de ces diplomates ont été licenciés. Et on les a remplacés par des cadres appartenant à la mouvance des frères musulmans, à la mouvance islamiste. Voilà. Il y avait des burges partout. Et c'est pour ça, par exemple, aujourd'hui, quand les gens disent « Mais où est l'armée soudanaise ? Pourquoi l'armée n'intervient pas comme il l'a fait historiquement en 64 et en 85, quand il a intervenu en faveur de mouvements populaires pour une transition démocratique. Aujourd'hui, l'armée a été complètement noyée par les islamistes. Il n'y a pas un officier dans l'armée qui n'appartient pas à ce mouvement. Et c'est pour ça aujourd'hui, l'armée reste dans l'expectative, malgré les morts, malgré la situation qui vit le pays. Dernier élément politique, c'est le régime, sur les 30 ans qu'il a au pouvoir, il a su jouer sur les contradictions et la politique internationale et régionale. Il change tout le temps des alliés, par exemple. Il y a 3 ans, c'était l'allié principal de l'Iran dans la zone. Aujourd'hui, il fait la guerre avec l'Arabie Saoudite et les Émirats au Yémen. Il y a 3 semaines, on a vu le président soudanais arriver à Damas comme le premier président arabe se réconciliant avec le régime de Bachar el-Assad. C'est l'allié économique de la Chine, mais en même temps, c'est l'allié dans la lutte contre le terrorisme des États-Unis. Et c'est pour ça que les États-Unis, au mois de décembre dernier, a levé toutes les sanctions contre le régime soudanais. Des sanctions qui durent depuis 1996, depuis les attentats contre les ambassades de Nairobi et Dar es Salaam. Trump, une des premières décisions de Trump, quand il a pris le pouvoir en 2017, c'était en octobre 2017, il a décidé de lever toutes les sanctions contre le Soudan. Et le régime a su toujours bien jouer sur Par exemple, aujourd'hui, le régime, dans la crise actuelle, il devient l'allié de la Russie, il ouvre ses portes aux sociétés militaires russes, qui participent même à la répression. Dans la rue, on a vu des photos des Russes encadrant la police soudanaise dans les opérations de répression. Il a ouvert la porte, par exemple, aux Russes pour aller en Centrafrique. Et la base principale aujourd'hui, la base aérienne principale de la Russie pour intervenir en Centrafrique se trouve à Niala, dans le Darfour soudanais, parce que l'aéroport de Bangui est toujours sous contrôle français et les Russes n'arrivent pas à mettre la main sur l'aéroport. Alors ils ont un aéroport alternatif au Soudan. Les Russes commencent à investir massivement dans l'or, dans les mines, aussi dans le pétrole au Soudan. Et les régimes ont toujours su garder des liens avec tout le monde. Mais je pense que cette politique aujourd'hui est en train de tourner contre le régime. On peut parler de ça plus tard. Je vais essayer d'aller encore plus vite. Je vais parler maintenant des scénarios. Avec la révolte actuelle, avec la crise soudanaise qui ne date pas d'hier, mais qui date c'est une crise très profonde, c'est une crise structurelle depuis l'indépendance du pays, économique, politique, identitaire, culturelle. Quels sont les scénarios à court terme, mais à très court terme, que la situation au Soudan pourrait connaître dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Moi, je peux identifier 4 scénarios.
pour nous sortir de l'impasse actuelle. Manifestations, la vie économique du pays est complètement paralysée depuis 6 semaines. Les écoles sont fermées, les universités sont fermées, les hôpitaux, ils gèrent que les urgences. Voilà, le pays est à l'arrêt et, les trésors manquent de tout. On n'a pas de pain. Il y a une pénurie de pain, il y a une pénurie d'essence aujourd'hui, la pénurie de cash continue. Le livre soudanais perd à peu près 5% de sa valeur par jour. Et il a perdu à peu près 70% de sa valeur depuis le début de l'année, mais ces derniers jours, il commence le rythme un peu accéléré parce que les activités économiques sont complètement paralysées dans le pays et le dollar devient la monnaie pour stocker la richesse, pour que les gens gardent voilà. La première scénario possible, c'est un coup d'État de palais. Les gens autour de Bachir, et ça se dit de plus en plus ouvertement aujourd'hui par les islamistes, pour nous sauver, il faut qu'on se débarrasse de Bachir. Parce que s'il reste, on va tous partir. Et le seul moyen d'espérer rester un peu au pouvoir ou faire partie d'un futur Soudan, c'est de se débarrasser de Bachir. Et ça passera par un coup d'État de palais. Et c'est un scénario très très probable. Et surtout parce que les pays occidentaux poussent dans cette direction. En disant que si le régime tombe, il y aura le chaos au Soudan. Ça sera la Libye, ça serait la Syrie, ça serait l'Irak, ça serait la Somalie. Et c'est pour ça qu'on a intérêt à ce qu'on garde la structure de l'État comme telle, même si c'est une structure qui est très liée au régime actuel, et après essayer de transformer petit à petit cette situation. Et les Américains travaillent sur un scénario comme ça. Et on parle beaucoup de chef d'état-major, on parle même de vice-président comme une alternative possible. Deuxième possibilité, c'est un coup d'État de l'armée. Que l'armée dit que la situation ne peut pas continuer comme ça. Et qu'il faut qu'on change de régime. Mais on n'oublie pas que l'armée est composée principalement des cadres islamistes. Et que même si on fait changer les têtes, le régime va rester comme tel. Troisième possibilité, c'est un coup d'État, mais en coordination avec le mouvement populaire, avec la direction actuelle du mouvement populaire. Et comme c'était le cas en 85, en avril 85 ou en octobre 64, l'armée prend le pouvoir pour une période de transition avant d'organiser des élections et permettre le retour à une situation, une vie démocratique de pays. Quatrième scénario, c'est le scénario souhaitable pour moi, c'est que le régime tombe avec son armée, avec ses milices, avec ses structures de l'État, et que c'est les forces politiques et les syndicats et les associations de professionnels qui assurent la transition. Ils ont tout un programme, ils ont élaboré tout un programme pour une période de transition de 4 ans, au bout duquel il y aura des élections démocratiques et libres. Mais pour finir, ce qui manque aujourd'hui, ce que les Soudanais, on est très frustrés par ça, c'est qu'il n'y a pas d'élan de solidarité internationale avec nous. On n'en parle pas. La situation au Soudan n'intéresse personne. Si on comprend par exemple un régime comme le régime en Arabie Saoudite, en Égypte, le régime militaire en Égypte, aux Émirats, ou même au Tchad, des pays voisins, c'est des régimes dictatoriaux, ils n'ont pas intérêt qu'il y ait un changement démocratique dans le pays. La question reste ici, même dans les démocraties occidentales, et même dans les forces vives de la société, dans la démocratie occidentale, et notamment les partis de gauche, par exemple, tous les partis de gauche, on ne voit pas de signe de solidarité avec le peuple soudanais, même pas un communiqué, même pas une soirée de solidarité, même je sais pas, même pas un mot sur ce qui se passe au Soudan dans les journaux, à part quelques journaux qui ont fait des articles, mais c'était des échos
des articles qui ont été faits dans la presse internationale. Nous, on cherche aujourd'hui à sensibiliser les Français sur le fait que, par exemple, le gouvernement français, la position officielle de la France, c'est une position qui a été exprimée au Conseil de sécurité il y a 3 semaines. Le représentant de la France a demandé à tous les partis politiques soudanais à la retenue. Il a mis le régime et l'opposition dans le même panier. Il a demandé à tout le monde de se retenir, de faire des choses qui déstabilisent le pays. Et ça, c'est une position quand même bizarre quand on voit par exemple que la France se précipite à reconnaître le président, je ne peux pas le qualifier, mais voilà, le président de ce pays-là, voilà, même, voilà. Et avec la France, c'est l'Europe aussi, derrière. Parce que l'Europe n'a pas pris position. C'est curieux, étant Voilà. donné Et les n'ont ressources. même pas condamné l'utilisation de la force contre les manifestations pacifiques dans le pays. Je pense s'il y a quelque chose qu'on peut faire ici, par exemple un groupe comme le groupe Insoumise au Parlement, c'est par exemple de poser des questions au ministre des Affaires étrangères, par exemple. Parce que nous, par exemple, on avait des contacts avec le groupe parlementaire France-Soudan, jusqu'au jour où on a découvert que le président de ce groupe avait invité le chef de service soudanais, le général, notre bourreau, Salah Gauche à Paris. Ils ont dîné ensemble chez l'ambassadeur de Soudan pour parler de la coopération dans les domaines de l'immigration, sécuritaire, lutte antiterrorisme. Et des gens comme ça, pour nous, c'est pas des gens avec qui on peut aller parler. Je vais m'arrêter là, je pense que j'ai parlé plus qu'il faut. Et voilà, on peut discuter, on peut poser des questions. Merci. Merci.